c'est bien là le paradoxe. Si nous gagnions à échouer, tout échec serait-il une réussite? En mode luxueux, sécrété par les glands abstraites mais peu secrètes des glandeurs que nous sommes. Passe son temps à prendre son temps. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui en France, il vaut mieux hériter que mériter. Quelque chose d'étrange, quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués. Car chaque mot de politesse est un mot de moins dans l'argumentaire. Que j'ai touché ce mot, mineur, un adulte qui touche un mineur, c'est pas de très bon goût en ce moment. Je fais l'éloge d'Usain Bolt qui va en marche au supermarché, alors qu'il pourrait le faire beaucoup plus rapidement. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour bloquer ma tête dans ces barreaux? C'est drôle ça. Comment, à la fois, j'ai pu penser à ça, mais en même temps, ma tête est impliquée dans ces barreaux. Plaider ses langues, convaincre ses gens. L'éloquence au service de rien, et d'une lame sans garde. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette grande finale du concours d'éloquence de Symposium. Bienvenue à cette grande finale qu'on prépare maintenant depuis plusieurs mois dans un format totalement inédit comme vous avez pu l'apprendre. Ce format en vidéo qu'on est très content d'avoir pu réaliser tout de même avec les conditions sanitaires qu'on connaît aujourd'hui. On est très heureux que cet événement malgré tout ait pu avoir lieu. Ce format complètement inédit de finale intervient après deux phases précédentes de sélection des candidats. Il y avait tout d'abord une première phase sur un thème libre, où les candidats pouvaient en quelques minutes nous exposer leur discours qu'ils avaient au préalable travaillé. Et ensuite, il y a eu la demi-finale avec une dizaine de candidats, dans laquelle on leur a demandé de montrer leur capacité d'improvisation, pendant lesquelles ils devaient improviser pendant quelques minutes. De ces 10 candidats, nous en avons sélectionné 4 candidats qui sont présents ce soir pour vous montrer leurs prestations. 4 candidats donc, que nous avons sélectionnés dans un format inédit dans lequel il y aura 2 épreuves qu'on vous présentera dans quelques minutes. Le jury, cette année, nous avons sélectionné un jury ô combien prestigieux. Donc, bonjour à tous, je commence par me présenter en tant que Benjamin de cet immense jury. Après un échec cuisant au grand oral lors de la première édition, j'ai remporté le concours Lysias Paris 1, j'étais en finale du concours de Paris 1 également et j'organise avec Tom Michel, autre membre du jury, le plus grand concours d'éloquence de France, plutôt le plus grand procès fictif qui se tiendra donc au Grand Rex en juin, qui est le procès de la télé-réalité. Bonjour à tous, je suis Irénée Froissart, électrocentralien en césure et je suis le vainqueur de la précédente édition du concours d'éloquence de Centrale Supélec. Et donc à ce titre, j'ai eu l'honneur d'être invité à participer au jury du concours de cette année. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Tom Michel, je suis élève avocat pénaliste. J'ai la chance aussi d'assurer les cours et les formations de rhétorique et d'éloquence à l'École centrale Supélec depuis maintenant 2 ans. Je vous invite à venir l'année prochaine parce qu'on apprend plein de choses et c'est super que des élèves ingénieurs soient et deviennent éloquents. Je fais pas mal de concours d'éloquence, j'en ai perdu énormément, j'en ai remporté quelques-uns. Je co-organise avec mon ami membre de ce jury, Juliette Ray, le procès de la télé-réalité qui se déroulera au Grand Rex. Et par ailleurs, j'aimerais féliciter Centrale Supélec et l'association Symposium d'avoir réalisé ce concours d'éloquence dans ces conditions qui n'étaient pas du tout évidentes. Bonsoir à tous, je suis Sharif Deb, je suis centralien de la promotion 2005 et je suis le fondateur d'une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio, GE2MY. De tout le jury ce soir, je suis le moins légitime. Je ne suis pas avocat et mes derniers faits d'armes en éloquence reviennent à plusieurs décennies. Je participais à des concours d'éloquence quand j'étais très jeune, que j'avais à peine 15 ans. Et je pense que la seule raison pour laquelle j'ai été invité ce soir, c'est simplement que j'avais organisé ce qui devait être le premier concours d'éloquence
de Centrale à l'époque, avant que ça s'appelle Centrale Supélec en 2004. Toutefois, s'il me reste un tout petit peu de légitimité, c'est pour vous parler, je crois, en tant que doyen centralien de ce jury, de ce que peut vous apporter l'éloquence dans la vie plus tard. J'ai la légitimité pour vous dire que vous avez raison, tous ceux qui avaient participé à ce concours, et notamment nos finalistes. Vous avez raison de vous inquiéter de l'éloquence, vous avez eu raison de vous entraîner et d'essayer d'apprendre à parler, parce que c'est quelque chose qui sert énormément en entreprise. Et pour être honnête, je pense qu'après avoir appris à parler et m'être intéressé à l'éloquence, c'est probablement la seule chose que je retiens de Centrale 15 ans plus tard. C'est peut-être un peu dur à dire, mais je peux vous le dire, en entreprise, c'est probablement ce qui me sert le plus, que ce soit pour convaincre des employés, pour convaincre des collaborateurs, convaincre des investisseurs. Et ça sert en entreprise, bien sûr, mais en amour également. Si Centrale Supélec est toujours le type de lieu dans lequel je me trouvais il y a 15 ans, c'est-à-dire avec 85% d'hommes, la tchatch, ça finit par servir. Bravo à tous et à bientôt. Bonsoir à tous, je suis donc Bertrand Perrier, j'exerce le métier d'avocat et par ailleurs j'enseigne la prise de parole en public. Je suis très heureux d'être pour la deuxième fois jury de ce concours symposium, de façon un peu baroque puisque nous sommes en Zoom et que l'éloquence effectivement se nourrit d'un contact humain et que le Zoom est un peu contre-intuitif. Et enfin, nous avons décidé de faire un prix du public. En plus du prix du jury, le public, donc vous, vous allez participer via un lien Booklab pour élire le candidat que vous avez préféré durant cette soirée. Et ce candidat donc gagnera le prix du public selon le candidat que vous avez préféré. Donc, assez parlé, nous allons passer désormais à la première épreuve. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, installez-vous confortablement et on espère que les prestations de nos candidats sauront vous convaincre. Je passe la parole à Philibert Ebeya pour la présentation de la première épreuve de notre concours d'éloquence. Merci beaucoup. Merci Charles pour ces introductions et merci à notre prestigieux jury de nous avoir accordé de leur temps, qu'on sait très précieux. Alors si effectivement, aux premières sélections, les candidats avaient autant de temps qu'ils voulaient pour nous parler d'un sujet de leur choix, ils sont aujourd'hui pour la grande finale beaucoup plus contraints. Et alors même on vous parle, certains d'entre eux sont encore en train de préparer, de peaufiner leur beau discours. En effet, ils ont seulement 1h15 de préparation. Ils se basent à partir d'une feuille blanche, d'un stylo et d'une citation sélectionnée par nos soins. Ces citations, issues d'Antoine de Saint-Exupéry et Jean de La Fontaine, il n'y en a que 2 alors qu'ils sont 4 candidats. 2 candidats auront la même citation et nous pourrons donc comparer les différents discours. Pour ce premier discours, nous allons accueillir Paul Pacaud qui a passé avec brio les différents tours de sélection. Au premier tour, lors d'un discours de 3 minutes, il nous avait éblouis avec un discours sur l'échec. Trêve de discussion et laissons place à l'éloquence. Cher jury, cher public, dont j'essaierai de m'imaginer les sourires et les applaudissements, je m'apprête à vous raconter une drôle d'histoire. Oui, l'histoire d'un brave garçon qui s'avançait à un pupitre pour défendre l'idée de Saint-Exupéry. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante. Mais quelle absurdité! C'est horrible! C'est égoïste! Imaginez! J'aime une rose pour le temps que j'y ai consacré et non pour elle-même. Personnellement, si j'aime une rose, c'est pour son odeur, la couleur de ses pétales, la forme de ses pétales. J'aime une rose car elle se différencie des autres. Elle trône en majesté dans le jardin, au-dessus de l'herbe et des mauvaises herbes. J'aime une rose car elle m'apporte de la joie, du bonheur. Elle égaye mes pires moments. Et puis, si cette rose était si insignifiante au départ, pourquoi y aurais-je investi tant de temps? Pourquoi y aurais-je perdu du temps? C'est pourquoi je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est parce que cette rose était importante pour moi que j'y ai consacré du temps. Mais ne blâmons pas très vite, ne blâmons pas si vite ce garçon qui s'avance à ce pupitre, car je me reconnais dans cette citation. Oui, je repense à toutes ces fleurs pour lesquelles j'ai investi tant de temps, toutes ces roses pour lesquelles j'ai investi tant d'énergie.
Je repense aux combats acharnés que j'ai menés parfois. Je repense au temps passé pour voir la graine de cette rose se transformer en rose, se transformer en fleur, et petit à petit éclore, symbole final, symbole ultime, reconnaissance de mon travail. Oui, je repense à ces fleurs que je n'aimais pas forcément, mais je repense à l'attachement progressif que j'ai eu pour elles. Même si je n'aimais pas la couleur, l'odeur, la forme de ces roses, le fait de la voir constamment dans mon jardin, trôner au milieu des autres fleurs, fait que petit à petit, on s'y habitue, on devient attiré par elles. Une autre idée est que, comme Baudelaire l'aurait surnommé, les roses sont bien souvent des fleurs du mal, rendant l'amour plus épineux qu'adorable. Imaginez un petit peu, l'amour est bien souvent, bien trop souvent, un amour à un seul sens. On aime une rose, on la chérit, pour au final la voir immobile sur sa tige, sans nous donner un seul sourire, sans nous donner une seule reconnaissance. Oui, on la voit bien trop souvent ne pas bouger une seule pétale alors que nous nous démenons pour elle. Mais ce garçon qui rétorquait dans son discours, il rétorquait que si cette rose devient importante pour moi, alors ce n'est pas du temps perdu, j'ai tout gagné. Oui, j'ai gagné une rose importante, j'ai gagné un but, j'ai gagné une occupation, une présence qui m'accompagne quand je me sens seul. À condition de se conformer, bien sûr, à l'idée que, malgré l'immense travail, malgré le temps consacré pour cette rose, le temps où elle est en fleurs est bien trop souvent faible par rapport au temps investi. Finalement, pour revenir à notre histoire, le discours de ce garçon m'avait plu, m'avait ému, m'avait convaincu. Oui, il m'avait convaincu que c'est bien l'énergie que j'investis, non pas pour cette fleur, mais pour l'idée que j'ai de cette fleur, qui explique mon investissement, mon amour. Et bien que l'amour a ses raisons que la raison ignore, force est de constater que Saint-Exupéry, dans sa citation, dévoile une des facettes cachées de l'amour et en explique une des raisons. Et si je vous ai convaincu aujourd'hui de cette idée, alors ce discours aura été ma réussite. Merci. Merci beaucoup Paul pour ce super discours. Et nous allons à présent écouter Ulysse Baruchel qui nous avait impressionnés aussi également au premier tour avec un très beau discours sur la lenteur. Éloge compliqué de la lenteur. Et nous allons lui laisser la parole. Bonjour du coup. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante. Antoine de Saint-Exupéry. Donc, si je comprends bien, c'est le temps que j'ai perdu pour ce discours qui rend mon discours important. Eh bien, je suis foutu, c'est le moins qu'on puisse dire si vous m'en pardonnez l'expression. Car autant suspend ton vol, et la prière que je n'ai eu de cesse de psalmodier mon fort intérieur au cours de ces courtes 75 minutes de préparation. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante. C'est donc aussi le temps que j'ai perdu pour mon hésitation en écrivant ce discours qui rend mon hésitation importante. Quelle hésitation, me direz-vous? Dois-je ou non prendre mes jambes à mon cou et ne point discourir? Je dois avouer que la question demeure loin d'être close. Mais aussi, quel ton pour ces discours? Plutôt vibrant, passionné, voire passionnel, sanglant même, ou bien plutôt sombre, dépressif et amèrement drôle. Rien à faire, entre le rouge et le noir, Julien de Sorel
Lequel choisir? Alors, je ne m'appelle pas Julien, mais bon, mettons ça sur le compte de la licence poétique. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante. C'est donc le temps que vous passez, que vous perdez à regarder ce concours d'éloquence qui rend ce concours d'éloquence important. Un peu comme sur YouTube, en fait. Vous remarquerez l'emploi volontaire du mot « regarder ». Pourquoi? Parce que, grâce à notre ami en commun que je ne citerai pas, sale Covid, je me retrouve coincé ici à déclamer mon texte comme j'ai vécu ma vie, en contemplant le vide, penché par-dessus l'une de ces fausses balustrades que l'on se construit au bord de l'abîme. J'encadre donc le silence de mes mots comme on jette une bouteille à la mer, espérant sans vergogne que cette bouteille, vous la trouverez, vous l'ouvrirez, et vous, en l'ouvrant et en appréciant ce discours, bien sûr, vous chanterez à ma gloire pour cette modeste juxtaposition de mots. Mais je m'égare. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante. J'aimerais bien éviter ce lieu commun d'une banalité affligeante qui consiste à associer à l'amour cette fleur qui envahit nos logis au cours de cette pseudo-célébration, qui envahit comme une mauvaise herbe, nos logis, au cours de cette pseudo-célébration du capitalisme que l'on appelle Saint-Valentin. J'aimerais bien éviter cela. Mais comme me l'a dit un jour mon père, alors que je glandais avec ambition en prépa comme à l'accoutumée, j'aimerais bien être un cimetière rempli d'actes inaccomplis. Alors, noyons-nous dans la mollesse de mes velléités, substituons à ta rose ton amour ou la femme que tu aimes. On obtient ainsi une maxime d'un optimisme terrifiant. D'un autre côté, Céline a écrit avec le même optimisme, dans son voyage au bout de la nuit, « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches ». Pas très sympa pour les caniches, mais on sent le mec vraiment heureux de vivre. On se dit, lui là, il voit vraiment le verre à moitié plein. Et à côté, on a cet homme qui n'a de saint que le nom, puisqu'il ose, ce profane, sacrifier sur l'autel de l'amour, ce sacro-saint du capitalisme qu'est la productivité. Démathématiser, désobjectiver le temps, voilà ce que Saint-Exupéry fait en écrivant cette phrase. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante. Ainsi, il nous explique que, d'une certaine manière, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il n'y a pas de temps qui soit réellement perdu. Ce temps va donner naissance à quelque chose d'autre. Et même s'il n'est pas utilisé d'une façon qui puisse être jugée véritablement utile, il n'est pas complètement perdu. Il esquisse ainsi de sa plume un oasis de répit dans le désert aride de la productivité. Adieu le tic des horloges et le grondement des engrenages qui s'entrechoquent. Adieu aussi invitation Teams pour un interminable meeting en distanciel à des heures privées. Bonjour, sable blanc de Copacabana sur lequel on se prélasse et on se laisse caresser par le soleil, même s'il file inexorablement entre nos doigts. Ainsi, voilà ce que Saint-Exupéry nous dit. Tant outragé, tant martyrisé, tant brisé, mais tant libéré. Voilà ce que l'aviateur tonne au petit prince qui se trouve en chacun de nous. Nul besoin d'aller à la recherche du temps perdu. Si l'on en croit Saint-Exupéry, nous avons devant nos yeux le temps retrouvé. Et après ce très beau discours d'Ulysse, nous allons passer au candidat suivant. Donc nous allons à présent écouter Antoine Lopez, qui nous a ébloui au premier tour avec un discours, ou plutôt une critique sur l'héritage. Ne soyez pas aussi critique avec son nouveau discours et laissons place à Antoine.
Je n'ai jamais aimé les fables de La Fontaine. Le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, tant de fables que nous avons tous apprises étant jeunes pour ramener ce 20 sur 20 à nos parents et esquisser un sourire. Est-ce que nous en captions vraiment le sens? Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Jean de La Fontaine. Je ne sais même pas d'où sort cette phrase. Je ne sais même pas si cette phrase est tirée d'une fable. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je hais notre monument de la littérature française qu'est Jean de La Fontaine. Replaçons-nous. Il y a 1h15, terrasse Michelin, moi, ce sujet, ma feuille et mon stylo. Je n'ai même pas d'ordinateur pour comprendre véritablement le sens de cette phrase. Je suis accablé, désemparé, effrayé. J'ai peur de bégayer devant cette assemblée. Déjà 15 minutes de passé, et je sais une seule chose, sur les ailes du temps, ma victoire s'envole. Abuser des silences, c'est bon. Alors ça c'est ma feuille, avec des petits conseils pour paraître éloquent, quitte à ne pas comprendre un sujet, autant bien parler. Continuons donc. Attendez. Je suis triste et le temps s'écoule. Tristesse, temps. 2 mots présents dans mon sujet. C'est bon, j'ai une piste. Alléluia! Ça sature, mais au moins, je suis engagé dans mon discours. Deuxième chose, ok. J'étais tellement triste de ne rien avoir à dire lors de cette préparation que je ne m'intéressais même pas réellement au sens profond de cette phrase. Car qu'est-ce que le temps? Comme une aile, le temps n'est pas fixe. Il est volatile, voire insaisissable. Malheureusement pour moi, je ne pouvais pas arrêter le temps, comme je ne pouvais pas arrêter un aigle en plein vol. Et plus le temps passait, plus je me rapprochais de ce moment fatidique où j'allais me retrouver devant vous. Et plus ce temps arrivait, plus mes émotions s'entremêlaient dans ma tête. Mais quelles étaient ces émotions? Le stress, bien sûr. L'excitation aussi, l'impatience. Mais étais-je encore triste? Il ne fallait plus être triste. J'allais me retrouver devant vous, cher public restreint, et magnifique jury que je ne connais même pas. Complimenter les jurys sans les connaître. Il était trop tard pour faire demi-tour. Je devais vous parler, quitte à faire une analyse du niveau de ma cousine de 6e en littérature. Exit la tristesse, bonjour la maladresse. Vous entendez? La tristesse s'est envolée. Plus ce discours se déroule, plus je prends du plaisir à vous parler. La tristesse s'envole avec le temps, car une vie triste n'est pas soutenable. Nous pouvons être tristes, bien sûr, qui ne l'a jamais été. Mais cette tristesse ne doit être que de courte durée. Et si elle persiste dans le temps et qu'elle ne peut plus s'envoler, c'est que les ailes ne fonctionnent plus et que le temps est alors figé. Mais l'oiseau doit pouvoir à nouveau se déployer pour faire table rase d'un passé de tristesse et accueillir un futur rempli d'allégresse. Finalement, que dois-je tirer de ce discours, de ce concours d'éloquence et de cette phrase de Jean de La Fontaine? À vrai dire, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait de récompense financière, vous me confirmez? Non, c'est la crise pour tout le monde, même pour Symposium. Ce que je sais au moins, c'est que, même si ce discours m'a ridiculisé devant mes camarades électro-centraliens, la tristesse s'envolera avec le temps et je rigolerai de ce moment plus tard.
Et c'est ce que je tiens à vous dire, chers camarades de métropole et d'outre-mer, même s'il est dur d'avoir 20 ans en 2021, ne vous inquiétez pas, car avec le temps, la tristesse s'envolera. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir virtuellement, bien sûr, Antoine, pour ce super discours. Et nous allons finir cette première phase de la grande finale du concours d'éloquence avec le dernier, mais pas des moindres, Julien Perrache, qui nous avait également impressionné avec un discours sur la lenteur. Bonjour à tous. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. C'est une phrase de Jean de La Fontaine. Je vous l'accorde, je le reconnais, il est plus aisé de comprendre la fable de la cigale et de la fourmi que cette phrase énigmatique. Qu'est-ce à dire? Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Que peut-on en interpréter? Qu'est-ce que cela vous évoque? Essayons de progresser pas à pas. Il s'agit là d'un parallèle entre le temps et l'oiseau, sur les ailes du temps. En effet, l'oiseau est libre, comme le temps. Nous convoitons ses capacités. Nous avons très tôt essayé de voler. Nous avons développé l'aviation et nous avons également cherché l'immortalité ou, dans la culture populaire, à contrôler le temps, par exemple Retour vers le futur, ou même Les Visiteurs. Le temps également est en fuite, tout comme l'oiseau au-dessus des flots. Il s'en va pour ne jamais revenir. Il y a également une idée qui me vient de contemplation. En effet, comme on ne peut atteindre l'oiseau, on ne peut que contempler le temps qui s'écoule. Mais alors, la tristesse s'envole. Que peut-on en dire? S'agit-il là d'une cause ou d'une conséquence que le vol de l'oiseau? La tristesse augmente-t-elle lorsque l'oiseau s'envole ou disparaît-elle? En effet, l'aigle roi est à l'apogée de son vol lorsqu'il est tout là-haut dans le ciel. Pour autant, j'aime à croire que, comme l'oiseau qui surplombe les flots, qui se réduit à la taille d'un grain de poussière et finit par disparaître, la tristesse, au cours du temps, finit par se réduire également. Bon, je n'ai pas sous la main de table de Ouija, ni de médium. Il m'est difficile de faire parler les morts, bien qu'on arrive d'ailleurs récemment à les faire voter, mais je présume que la morale de Jean de La Fontaine, ici, est de ne pas mettre l'oiseau du temps en cage pour ne pas rester triste toute notre vie. Associons maintenant à chaque oiseau une tristesse, une peine, et essayons d'établir une différente lecture de cette phrase à partir d'éléments concrets. Nous finirons enfin par essayer, au contraire, à partir de cette phrase, de lire différemment les éléments qui nous entourent. À chaque oiseau, sa peine. Par exemple, l'aigle m'évoquerait le chagrin d'amour. Majestueux, il nous surplombe, on ne peut que le regarder. Il fait des tours autour de nous, reste un moment et puis finit par disparaître. Le vautour serait les regrets qui nous hantent, la perte de ceux qui nous ont quittés ou ceux qui vont nous quitter, car Dieu sait qu'il s'agit d'un mauvais présage que d'avoir un vautour autour de nous. La mouette serait l'exil du marin, finalement, le regret de la patrie, de la terre, de la famille. Et les pigeons, à Paris, seraient ce fléau du mal-être ambiant que nous avons tous. 90 000 pigeons à Paris. Il suffit qu'un enfant court pour s'en faire envoler tout un tas. Ça engendre de la tristesse.
Le vol du pigeon est très court, mais ô combien répétitif. On peut alors, en admettant le parallèle de l'oiseau et de la tristesse et de son envol, penser que la vie des Parisiens est inlassablement perpétuée de petites tristesses, des Parisiens et même des Français en général, des Français et même des humains, tout court. Il y a également, grâce à cette phrase, différentes fins à la tristesse qu'on peut établir. La première fin à la tristesse, c'est naturellement l'oubli. L'oiseau finit toujours par sortir de notre tête. L'eau coule sous les ponts et le temps a suffisamment battu des ailes pour que nous oublions les tristesses. L'oiseau ne prend plus son envol, ou du moins de manière imperceptible. Une autre fin de la tristesse, c'est évidemment de passer à autre chose. Personne ne regarde le pigeon lorsqu'un aigle apparaît. Je divertis alors mon attention et ma tristesse est comblée et remplacée par une autre. Enfin, il reste la disparition. La disparition de la tristesse. La tristesse finit par être remplacée par le bonheur et nous ne voyons plus l'oiseau. La cage serait alors l'image de la dépression, car l'oiseau ne peut que rester. L'oiseau est voué à redémarrer son vol et finit par s'arrêter de chanter. Et sur une considération un petit peu morbide, à la fin de la cage, l'oiseau se meurt, ce qui est parfois le cas après une dépression. Le vol en V est également l'illustration de l'adage « un malheur n'arrive jamais seul ». Le premier oiseau, celui qui est en tête de ligne, prend toute la résistance de l'air. C'est celui qui vous fragilise. C'est la première tristesse qui vous porte un coup. Les autres n'ont plus qu'à arriver et on finit foudroyé. Ainsi, on peut comprendre cette phrase de cette manière. Et nous pouvons alors établir la lecture si jamais l'oiseau était l'homme. L'oiseau passe sa vie à voler. Notre vie est-elle donc constituée de tristesses passagères soudaines qui sont inlassables et qui représentent le cycle de la vie? La migration est-elle le cycle de la vie également? Puisque l'oiseau revient, et si c'est le temps qu'on définit est celui du début de la vie, on peut établir ce parallèle. Et enfin, la tristesse est-elle nécessaire? Car tout le monde sait que pour le développement d'un oiseau, le premier vol est toujours le plus grand. L'autruche, l'oiseau qui ne vole pas, est également, assez curieusement, l'oiseau qui enfonce sa tête dans le sol. Ainsi, est-ce que les heureux sont ceux qui fuient le monde extérieur et qui se cachent? Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. C'est tout. Merci à Julien pour ce beau discours qui clôt la première phase du concours, de la finale du concours d'éloquence. Et là, on cède la parole à Alice et Maude pour la deuxième partie. Merci beaucoup, Béa. Après ces sublimes discours, nous allons maintenant passer à la seconde phase de cette grande finale. Une phase ou une épreuve qui fait trembler même les plus grands orateurs. Je veux bien sûr parler de l'épreuve d'improvisation. Nous avons testé les qualités d'improvisation de nos candidats lors de la demi-finale. En effet, ils avaient 1 minute pour improviser sur un mot. Puis par la suite, par binôme, ils devaient réaliser une joute verbale endiablée. Ce soir, nous allons vous laisser découvrir les qualités d'orateur et d'improvisateur de nos candidats. Et pour cela, nous avons décidé de les faire voyager loin. Un petit indice, nous voulons les faire voyager au pays du soleil levant. Vous l'aurez sans doute compris, les candidats vont improviser sur un haïku. Mais Maude, qu'est-ce qu'un haïku ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les haïkus sont des poèmes traditionnels japonais, très codifiés, en seulement 3 vers de 5, 7 puis 5 syllabes. Et ce soir, nous avons choisi 2 haïkus écrits par le grand maître japonais Basho, qui donc a écrit des haïkus au XVIIe siècle, sur des thèmes très variés et qui se libèrent un petit peu de cette contrainte des vers. Donc nos candidats vont avoir l'honneur de parler de ces 2 haïkus pendant 2 minutes.
Trêve de bavardage, laissons place au premier candidat, Paul Paco. Pleurer, c'est bon pour les faibles. Pourtant, le petit poème japonais que j'ai eu semble dire que mes larmes grésillent en éteignant les braises. Dans ce cas, expier sa peine, se purger du poids émotionnel qui nous hante, serait réservé aux faibles? Eh bien, dans ce cas, je souhaite être un faible. Oui, je souhaite être un faible pour expier ce poids qui me hante, pour expier cette tristesse. Et en même temps, je ne suis pas très convaincu par ce poème. Oui, je ne pense pas pouvoir oublier avec des larmes des mois, des années d'amour, par exemple. Je parle d'amour, car le poème parle de braise, parle donc de feu, de fougue, d'amour. Pensez-vous que les larmes pourraient vraiment faire oublier un amour passionnel, un amour fusionnel? Je ne le pense pas. Mes larmes grésillent, une larme, une goutte d'eau qui tombe de notre œil, roulant sur notre joue pour emporter avec elle des sentiments, des tristesses. Éteindre les braises, éteindre la fougue de l'amour, par exemple, me paraît audacieux. L'amour est fait justement pour ne pas être oublié. L'amour est fait pour nous hanter, pour nous ronger de l'intérieur. Ce n'est donc pas une braise qu'il faut éteindre, mais un incendie. Et une larme ne peut pas éteindre un incendie. Merci. Le saviez-vous? 2 Français sur 3 pleurent au moins une fois dans la semaine. Et oui, nous pleurons tout le temps, nous pouvons pleurer de tristesse, de joie, d'amour, de peur, bref, pleurer fait partie de notre vie. Et oui, mes larmes grésillent en éteignant les braises. Les larmes, pleurer, c'est un peu quelque chose de cathartique. L'événement qui nous a procuré une grosse émotion, comme la peur ou la joie, eh bien, il faut oublier, aller de l'avant. Et si on ne marque pas cet événement de transition, on ne pourra plus passer à autre chose. Les larmes, c'est ce qui nous permet de passer à autre chose. Je vous en conjure, pleurez s'il vous plaît. Pleurez face à la beauté de ce discours si vous voulez, mais pleurez. Merci. Moi, actuellement, je vais pleurer, je pense, dans quelques secondes, car j'ai fait que la moitié du temps. Mais comme quoi, les larmes font partie intégrante de notre vie. Merci. Rien dans le cri des cigales suggère qu'elles sont sur le point de mourir. Voici un très beau haïku. Mes compétences en botanique sont peut-être extrêmement limitées, mais j'ignorais également que lorsqu'une cigale crie, elle est sur le point de mourir. Pour moi, le cri des cigales est même associé à la tranquillité. En Provence, le cri des cigales, des grillons, accompagne la journée et la tranquillité des après-midi. Ainsi, ce haïku peut être interprété de plusieurs manières. La première qui vient à l'esprit, c'est que les cigales crient mais ne meurent pas. Est-ce ainsi une critique de leurs plaintes incessantes? Toutefois, un bébé également pleure dès qu'il sort du ventre de sa mère. Pourtant, il n'est pas en souffrance. Il découvre le monde qui l'entoure. Rien dans le cri des cigales suggère qu'elles sont sur le point de mourir. En effet, pour moi, il s'agit là d'un moyen de reproduction, d'attirer les partenaires. Vraisemblablement, cela n'a jamais mené à la mort. Rien dans le cri des cigales suggère qu'elles sont sur le point de mourir. Ainsi, si jamais il s'agit là d'une critique de la plainte, ce serait une sorte de « il ne faut pas trop crier au loup,
jusqu'au moment où il arrive. Pour moi, il faut faire l'éloge de la plainte. Car l'éloge de la plainte, c'est permettre à tous de réaliser à quel point la situation n'est pas idéale. Ça ne signifie pas toutefois que nous sommes sur le point de mourir. Chercher un partenaire, c'est également formuler une plainte pour trouver l'amour et permettre de se reposer. Merci. Rebonjour du coup. Rien dans le cri des cigales suggère qu'ils sont sur le point de mourir. Alors j'avoue que quand j'ai lu ce haïku sur lequel je suis censé disserter, j'étais quelque peu perplexe. Rien dans le cri des cigales suggère qu'elles sont sur le point de mourir. On peut tout d'abord penser, bien sûr, à la fragilité de la vie humaine. Sur un moment on crie, un moment on rit, un moment on pleure, et puis l'instant d'après, on meurt. Pareil, le cri des cigales, on peut penser au cri du bébé. Rien dans le cri du bébé ne suggère qu'il est sur le point de mourir. Car naître, c'est mourir avec sursis. Rien dans le cri des cigales suggère qu'elles sont sur le point de mourir. D'une certaine manière, quand on voit ces êtres qui batifolent en riant ici et là, il est difficile d'imaginer qu'un jour ils ne finiront que par être un amas de terre, 6 pieds sous terre, de la chair en putréfaction. Rien dans leur rire ne suggère qu'ils sont sur le point de mourir. Alors, rien dans ma parole ne suggère que je suis sur le point de mourir, parce que effectivement, je n'ai pas forcément parlé assez longtemps pour l'instant. Mais il faut dire que le cri des cigales et le fait qu'on ne sait pas à quel moment elles vont mourir fait toute la beauté de ce jaillissement de la vie, de cette fulgurance qui lui est propre. Merci. Féliciter aussi sincèrement, pas pour faire téléthon, mais sincèrement les candidats qui ont réalisé des performances qui étaient remarquables dans ces conditions. Vos camarades ont pris la parole sur un temps assez long, avec un temps de préparation court, face à une salle qui était complètement vide, ce qui est le pire pour un orateur, parce que je vous rappelle qu'un orateur, il ne fait pas un monologue, mais un dialogue avec son audience et son auditoire, et sans auditoire, c'est très difficile de faire ce dialogue-là. Donc bravo à vous, bravo spécialement aux gagnants, mais les 4 candidats étaient de très bonne facture, et on espère tous vous revoir l'année prochaine, pourquoi pas en tant que candidat, et dans les formations organisées notamment par Symposium. Bonne soirée à tous. Vous avez montré ce soir que la contrainte était féconde et créatrice et qu'elle vous poussait aussi à donner le meilleur de vous-même. Je veux dire à quel point j'ai de l'admiration pour vous d'avoir été orateur devant cette espèce de cyclope impitoyable que constitue la caméra qui ne vous renvoie rien, alors que les orateurs ne vivent que des signaux que leur renvoie leur auditoire. Et donc véritablement, je suis très admiratif. En même temps, ça vous dit un peu ce que nous, avocats, ressentons parfois devant certains juges qui ont pour nous l'attention et les mimiques que la caméra a eu pour vous ce soir. Donc c'est un bon exercice. Si des fois vous vouliez abandonner les carrières prestigieuses d'ingénieurs qui vous tendent les bras et venir défendre dans les prétoires comme un certain nombre de personnes dans ce jury. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour vous, et j'ai d'autant plus d'admiration pour vous que vous vous êtes livré à cet exercice de l'improvisation, au moins pour partie, et je veux vous dire à quel point je suis touché et sensible au fait que vous ayez fait l'effort de l'improvisation. Bien évidemment, l'écriture est une chose, mais pour moi, la parole naît véritablement elle-même, elle naît véritablement dans sa tension originelle, elle ne donne vraiment le meilleur d'elle-même que lorsqu'elle est dans l'improvisation. C'est dans l'improvisation que l'on se révèle, d'abord parce que c'est dans l'improvisation que l'on est en réalité pleinement sincère, c'est là que l'on se dévoile pleinement. Il y a dans l'écrit l'antichambre de l'artifice, alors que lorsque l'on est dans l'improvisation, lorsque on n'a rien préparé, lorsque on se laisse la possibilité d'être soi-même dans
le vertige de l'inconnu, eh bien, c'est là que je crois on est pleinement sincère et que l'on révèle pleinement sa personnalité. Et c'est là, en tout cas pour moi, l'épreuve de vérité chez les orateurs. C'est là donc que l'on est pleinement sincère. C'est aussi là, me semble-t-il, que l'on est pleinement efficace. Puisque lorsque la parole est spontanée, je crois que c'est à ce moment-là véritablement qu'elle joue son rôle, qui est de capter l'attention. Et puis il y a évidemment dans l'improvisation quelque chose de l'ordre de l'audace, qui fait qu'il y a un goût du risque, il y a une adrénaline de l'excitation et de l'inconnu, qui fait qu'il y a, je trouve, dans cet exercice de l'improvisation, quelque chose qui fait la vérité de la parole. Et puis évidemment, je suis particulièrement touché parce que des ingénieurs qui intuitivement ne sont pas des métiers qui s'intéresseraient naturellement peut-être à la parole, et ils auraient tort. Eh bien, vous, ingénieurs, vous avez fait l'effort de sortir de vos chiffres pour venir sur le terrain des lettres. Et c'est évidemment un choix important que vous avez fait, parce que je crois que la parole aujourd'hui, au-delà des concours d'éloquence que vous passez et qui sont des exercices d'entraînement à ce que sera la parole pour vous lorsque vous l'exercerez dans la cité, eh bien, je crois que c'est très important pour des ingénieurs que de prendre la parole en public. Pourquoi ? Parce que la parole, ça n'est qu'une seule chose en réalité, quel que soit le métier que l'on exerce. La parole, ça n'est rien d'autre que de rendre intelligible un propos. Ça n'est rien d'autre que de rendre intelligible une conviction, une émotion ou une connaissance. Et un jour ou l'autre, vous aurez à rendre intelligible votre propos, que ce soit à l'égard d'un client, à l'égard d'un collègue, à l'égard d'un banquier, peut-être même à l'égard d'un avocat, si un jour vous avez des pratiques déviantes. Et donc, je vous laisserai ma carte à l'issue virtuelle, bien sûr, de cette finale. Et donc, vous l'aurez compris, la rencontre de l'offre et de la demande ce soir, qui est organisée par Symposium. Et tout ça pour vous dire que véritablement, je crois que la parole joue un rôle essentiel, parce qu'elle est ce moment où d'une spécialité technique, vous faites un partage d'informations, et dans toute votre vie, vous aurez à expliquer simplement des problèmes complexes, à vulgariser des questions techniques, et vous le ferez inévitablement par la parole. Et donc, je vous félicite de vous être prêté à ce jeu de l'éloquence. Et puis, je félicite évidemment Symposium qui a trouvé évidemment des haïkus absolument invraisemblables pour vous mettre à l'épreuve. Je dois dire que j'aurais été bien en peine de disserter sur la parade nuptiale du grillon ou de la cigale, de la même façon que sur le grésil et les larmes. Et puis évidemment les deux citations très jolies, et notamment celle de Saint-Exupéry. Alors, puisqu'il a été question de la rose, qui est évidemment l'allégorie de l'amour, et je voudrais vous dire deux petites phrases que j'aime beaucoup dans Le Petit Prince également. Et c'est la phrase qui est dans le prologue, hein, vous savez, quand il va dédier en réalité son livre à cet ami d'enfance. Il lui dit « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent ». Ça, c'est la première chose. Donc, gardez toujours en l'esprit ce qu'a été l'enfant qui sommeille en vous. Et puis, évidemment, vous avez aussi cette très belle phrase de Baudelaire, hein, « L'enfance, c'est le génie retrouvé à volonté ». Pardon, c'est l'inverse, évidemment. Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Et puis la deuxième phrase qui est un peu plus tard, justement d'ailleurs, au moment où c'est un savant qui s'exprime dans Le Petit Prince, c'est le savant fou et qui se nourrit de chiffres et de chiffres et de chiffres. Les Petits Princes est un peu interloqué et il dit les enfants doivent être très indulgents avec les grandes personnes. Et voilà, je vous demande donc d'être très indulgents avec nous, grandes personnes, qui avons essayé de faire un classement entre vous. Sachez qu'il est très subjectif, il est le nôtre. Ce soir-là, il aurait pu être autre par un autre jury un autre soir, et donc il ne dit rien d'autre que notre opinion sur vos prestations, et que nous allons vous dévoiler dans un instant, que le vainqueur ne soit pas trop heureux, que les
vaincu ne soit pas trop déçu. Tout cela est subjectif et inévitablement contingent. Mais donc, sous le bénéfice de ces observations, avec une dernière observation tout de même, pourquoi n'y avait-il que 4 garçons candidats? Je suis dévasté de cela. Pourquoi n'y avait-il pas de filles en finale? Rien que pour ça, j'aurais dû refuser de participer à cette finale. Les filles, qu'est-ce que vous attendez véritablement? Il faut absolument que vous veniez prendre la parole. Vous avez toute votre place dans la cité et donc vous avez toute votre place dans la parole. Je vous en conjure, ne laissez pas la parole comme un monopole aux hommes qui sinon sont trop heureux de l'occuper. Donc véritablement, je vous en prie, ne laissez pas l'édition suivante se faire sur ce mode testostéroné qui a été celui de notre soirée. Venez prendre la parole et je souhaite que l'année prochaine, la finale soit véritablement mixte et que vous preniez toute votre part dans la parole parce que vous êtes évidemment cette rose qui a été évoquée par Saint-Exupéry et qui dit à la fin ne traîne pas comme ça, tu as décidé de partir, va-t'en. Et Saint-Exupéry dit cette phrase magnifique, car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer, c'était une fleur tellement... Bon, les amis, vous voyez, c'est là que la technique reprend le dessus, et c'est là que la science reprend le dessus sur les beaux parleurs, ou en tout cas les parleurs. Et on m'a coupé le sifflet parce que mon téléphone s'était déchargé, je suis vraiment désolé. Je voulais vous redire à quel point j'avais passé avec vous une excellente soirée et à quel point j'espère encore une fois que dans une prochaine session, nous pourrons nous retrouver parce que la parole est d'abord une affaire de contact humain, elle est d'abord une affaire de partage et que l'éloignement est malgré tout une contrainte, même si vous avez montré qu'elle pouvait être créatrice. Donc un immense bravo de vous être prêté à ce jeu. Et évidemment, si, comme le dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Aujourd'hui, si mon cœur pouvait vous parler véritablement, il dirait tout l'amour que j'ai pour vous, toute l'admiration que j'ai pour vous, toute la fraternité que j'ai pour vous et vraiment merci pour cette belle soirée qui réchauffe l'âme et bientôt le corps. Je vous remercie, vous, public, d'être resté jusqu'à la fin, et aussi vous, candidats, d'avoir fait de magnifiques discours. Je vous rappelle qu'en plus du prix du public, en plus du prix du jury, il y a aussi un prix du public pour que vous puissiez voter sur un lien WooClap dans la description de ce live. Et tout de suite, sur fond de musique épique, l'annonce des résultats par symposium du concours d'éloquence de Centrale Supélec. Donc, le grand gagnant du concours d'éloquence 2021 du concours Centrale Supélec est Ulysse Baruchel, qui a impressionné par ses talents d'éloquence l'ensemble du jury.